Nous sommes dimanche, vous êtes sur RTI1, bonjour et bienvenue dans votre journal. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawakaha à Sinématiali viennent d'être mis en service par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le bâtiment qui comporte une dizaine de bureaux a coûté plus de 300 millions de francs CFA. Les jeunes de la localité ont aussi bénéficié d'un foyer flambant neuf. De nombreux chèques ont été distribués récemment à des bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans la région du Poro. Cette cérémonie de remise de chèques a été présidée par Fidel Sarasoro, le président du conseil régional du Poro, par ailleurs ministre directeur de cabinet du président de la République. Au terme de plus de 2 heures de course dans les rues de Paris, c'est finalement la néerlandaise Sifan Hassan, médaillée de bronze aux 5000 mètres et 10 000 mètres, qui remporte la médaille olympique en 2h22 minutes et 55 secondes devant l'Éthiopienne Tigist Asifa et la Kenyane Hélène Obiri dans un finish très serré. La Côte d'Ivoire moderne a 64 ans. Les festivités marquant cet anniversaire se sont déroulées mercredi dernier, 7 août, sur l'autoroute de la ville historique de Grand-Bassam, non loin d'Abidjan. Une cérémonie marquée par un défilé qui a mobilisé près de 5000 forces de défense et de sécurité, ainsi que des civils. Alors, quel est l'intérêt d'une telle cérémonie? Comment a-t-elle été préparée et pour quels résultats? Le colonel Blétanoué répondra à ces questions tout à l'heure dans le cadre du magazine du dimanche. Le colonel qui est membre du pôle communication de la fête nationale. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur Hamza. Vous êtes le commandant école, le commandant de l'EMPT, il faut le dire. Tout à fait, je suis le commandant de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville et pour l'occasion membre du pôle communication de la fête nationale. D'accord, vous êtes très bien habillé, mon colonel. Merci. Ça donne des envies de reconversion. On va peut-être négocier avec le général, le SEMGA. On pourrait? Avec le chef-état-major général des armées. Des armées, oui. Merci. Le général Doumbia. À tout à l'heure. Merci. Paul Kagame se prépare à être investi cet après-midi pour un 4e mandat fort d'un score à l'élection présidentielle quasi parfait. 99,18% des suffrages. Tiemoko Meliakone, que vous voyez là en image, est arrivé hier samedi en fin de journée à Kigali, au Rwanda. Le vice-président de la République y représentera donc le chef de l'État à la cérémonie d'investiture. Ici en Côte d'Ivoire, dans le département de Sinématiali, à Bouakaha, je vous le disais en titre, une toute nouvelle sous-préfecture vient d'être mise en service. Le bâtiment flambant neuf qui fait la fierté des populations a coûté quelques 300 millions de francs CFA. Étaient présents à cette inauguration 2 membres du gouvernement et le haut représentant du président de la République. Notre correspondante Ami Sissoko était aussi sur place. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, localité du département de Sinématiali dans le Poro, mis en service par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Avec lui, le haut représentant du chef de l'État, le ministre d'État Gilbert Kafanakone et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, ainsi que plusieurs autres personnalités. Ce nouveau bâtiment remplace ainsi cette villa qui servait de sous-préfecture en vue de l'amélioration des conditions de travail des employés, d'où la grande joie de la population. Vous pouvez le constater par vous-même, nous sommes tous en joie, nos visages sont radieux, ils expriment les sentiments de bonheur qui nous animent en ce jour béni. Érigé en sous-préfecture en 2012, Bawaka est le village du collaborateur de 34 ans du chef de l'État, le général Jean Soro. Il a traduit toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne connaît qu'une seule chose, l'homme. Peu importe ton rang, peu importe qui tu es, c'est pas ça qui est important pour lui. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, avec une dizaine de bureaux et leur équipement, ont coûté à l'État ivoirien la somme de 300 millions de francs CFA, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jean-Paul Begré. Pour le parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, cette infrastructure n'est que le début des projets de développement à Bawaka. Il a promis offrir la résidence du sous-préfet.
Il s'agit aujourd'hui de la traduction en acte, la volonté du chef d'État de rapprocher l'administration des populations. Ce nouvel édifice que vous voyez sera donc un meilleur cadre de travail pour les fonctionnaires de cette administration. Bawakaha a besoin donc d'infrastructures de développement. Bawakaha a besoin de beaucoup de choses et je me fais fort d'être donc pour être envoyé auprès du président de la République pour lui traduire vos doléances les plus chères. L'occasion a été saisie pour remettre les arrêtés de nomination des chefs de village de Bawakaha. Outre les locaux de la sous-préfecture, l'État a aussi offert un foyer aux jeunes de la localité. Et on va rester dans la région du Poro, zone septentrionale de Côte d'Ivoire. Là-bas, le conseil régional vient de procéder à une remise de chèques à de nombreux bénéficiaires de TIMO. Les TIMO, ce sont les travaux à haute intensité et de main-d'œuvre. On en sait plus avec Siekwasi et Patricia Omouitia. Remise de chèques, de permis de conduire et d'attestation de fin de formation. Ce sont les temps forts qui ont meublé cette cérémonie. L'objectif visé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique est de traduire en actes la volonté du président de la République de lutter contre la pauvreté, particulièrement dans les régions frontalières. Aujourd'hui, en étant occupé, en étant formé, en ayant un permis de conduire, on a de l'espoir pour nous-mêmes, de l'espoir pour notre communauté, de l'espoir dans notre État. Sensibilisez autour de vous. Vous-même soyez sensibilisés aux actions de l'État en votre faveur et au grand jamais, il ne faut pas ouvrir la porte à ces vendeurs d'illusions qui n'ont pour but que de nous déstabiliser. Le président du conseil régional du Poro s'est engagé à multiplier les initiatives pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. Je voudrais particulièrement remercier et féliciter Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, mon jeune frère Mamadou Touré, pour la bonne exécution de la composante insertion professionnelle du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, ainsi que pour la parfaite coordination du programme jeunesse du gouvernement. Cette cérémonie de remise de chèques marque la clôture du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour l'année 2023. Et du Poro, on met le cap sur l'Indénié Djuablin où l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, avec l'appui de quelques partenaires, ont mis en œuvre le projet Restore. Il s'agit de créer des écosystèmes résilients et transformer durablement les économies rurales en Côte d'Ivoire dans la cacao-culture. C'est dans ce sens que vient d'être installé le conseil de gestion du paysage de l'Indénié Djuablin. Quel est son objectif? Constant Kokora et Godefroy Kambawa répondent à la question. Contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la culture du cacao, à l'augmentation de la couverture forestière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voici entre autres les objectifs du projet écosystème résilient et transformation durable des économies rurales. Au cours de l'atelier de lancement du conseil de gestion du paysage de l'Indénié Djuablin qui supporte le projet, les populations ont été instruites sur le dispositif impliquant toutes les parties prenantes. Cette activité-là est déterminante en ce sens qu'elle réunit l'ensemble des acteurs clés de toute la région afin que ces acteurs-là puissent travailler ensemble à mettre en place un plan qui va permettre effectivement de développer la région. Le projet Restore envisage une gouvernance participative, efficace et inclusive pour la conservation des forêts et la restauration des terres dégradées dans les paysages. Aussi, il va renforcer les capacités et les incitations commerciales des agriculteurs pour qu'ils appliquent des pratiques de production intelligentes sur le plan climatique. Nous sommes déjà engagés, nous avons participé à toutes les étapes, donc évidemment nous allons assumer notre responsabilité, faire en sorte que des actes concrets soient posés pour permettre à ce que ce projet-là puisse démarrer et qu'il puisse avoir de la valeur dans les autres régions également. Financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indénié Djuablin, de Lamé, du Moronou et de San Pedro pour la période 2022-2027.
Cette semaine, ici à Abidjan, en présence des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates du corps préfectoral et des élus locaux, la plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, a présenté officiellement 2 instruments qu'elle a conçus. L'un est un ouvrage, un album photo de 300 pages de l'ensemble des réalisations du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire depuis sa prise de pouvoir. Le deuxième élément est un film documentaire de 2 heures dans lequel 50 intervenants, des compagnons de route du chef de l'État ou non, témoignent de la vie de l'homme Alassane Ouattara qu'il considère presque à l'unanimité comme un travailleur infatigable, doté d'une humilité et d'un don de soi pas commun. Alassane Ouattara ou le don de soi, c'est le titre du nouveau film documentaire qui passe en revue les actions d'envergure réalisées par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême en 2011. La projection inédite est faite en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et des élus locaux. Infrastructures routières, électricité, adduction en eau potable, santé, éducation, sécurité. Dans presque tous les domaines, la Côte d'Ivoire s'est bonifiée. Des progrès que la plateforme baptisée Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, ne pouvait passer sous silence. D'où cet hommage à titre anthume au président de la République à travers ce film, avec en prime un livre-album photo de 300 pages. Nous avons bien voulu célébrer cet homme-là qui est à la tête de tout ce changement que connaît notre pays. Nous avons voulu le célébrer pendant qu'il est encore là parmi nous, pendant qu'il est vivant, pendant qu'il peut nous entendre, pendant qu'il peut nous voir. Nous avons décidé, pris sur nous, de rendre hommage aujourd'hui à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce documentaire, 50 personnalités nationales et internationales témoignent de l'impact de la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Au rang de ces personnalités, la présidente du Sénat, Kandia Camara. L'album photo et le film documentaire qui sont mis à la disposition du public ce jour constituent de précieux témoignages auprès de la communauté nationale et internationale. La grandeur d'un homme se reconnaît à la qualité de ses œuvres. Nous restons redevables au président Félix Houphouët-Boigny et apprécions avec objectivité les actions de son digne héritier, le président Alassane Ouattara. Nous lui souhaitons une très longue vie pour qu'il continue de mener à bon port le navire ivoire. Les auteurs du film documentaire en hommage au président de la République envisagent une diffusion éclatée à travers le pays et à l'international. C'est la capitale française, Paris, qui accueillera la prochaine diffusion dans quelques jours. Vous avez certainement reconnu la voix de Khalil Diomandé. La conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a un tout nouveau bureau qui vient tout juste d'être installé. Le président, c'est Sidi Terra, le directeur de publication du quotidien L'Essor, qui a indiqué lors de la cérémonie d'investiture que les hommes, les bonnes pratiques dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire doivent être promues et les relations avec les institutions partenaires renforcées. Et c'est cela leur mission. Serge Pacom Didi, Khalil Diomandé. Directeur de publication du quotidien L'Essor, Sidi Terra est investi en qualité de président de la CNDPCI, Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, après son élection au mois de juin 2024. L'amélioration des conditions de travail des journalistes et la protection de leurs droits ainsi que ceux des directeurs de publication, voici entre autres les défis que compte relever le nouveau président. Le journalisme, ce n'est pas de détruire. Le journaliste, c'est celui-même qui est l'éveilleur de conscience, qui peut bâtir l'avenir. La CNDPCI bénéficie du soutien de plusieurs organisations professionnelles des médias, dont l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La conférence des directeurs de publication était un peu dans la léthargie et j'espère qu'avec l'élection de M. Terra Sidi, les choses vont reprendre de plus belle. Parce que le secteur de la presse a besoin vraiment d'associations, d'organisations sérieuses pour pouvoir faire avancer les choses. Les attentes sont grandes. Nous attendons beaucoup de l'État, mais aussi des partenaires, des entreprises. Ensemble, nous allons réfléchir pour des synergies en vue de mobiliser les ressources
humaines et surtout essentiellement les ressources financières. Cette investiture aux couleurs festives a été rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités. Le conseil que je donne à nos frères journalistes, il ne faut pas qu'ils minimisent leur métier. C'est un métier très noble. Évoluer vers la noblesse. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Sidi Terra est le 5e président de la CNDPCI. Porté sur les fonds baptismaux en 2006, cette organisation s'est fixée comme mission de promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire, veiller au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. On part à présent à Bobo, dans le nord d'Abidjan, où le mouvement RHDP Espérance a procédé cette semaine à une distribution d'huile, de riz, de savon et de lait, en somme de kits alimentaires, aux populations d'Agbeikwa. Le témoignage de Wuredou Kwadio, Godefroy Okambawa et Apollinaire Zier. L'initiative du mouvement RHDP Espérance vise à soulager les populations d'Agbekwa dans la commune d'Abobo. Des vivres composés du riz, du lait, de l'huile et du savon. Cette action de charité vise à promouvoir la solidarité pour une Côte d'Ivoire unie. De multiplier les actions de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là, notre jeune frère Fabrice s'est inscrit au nom de Madame le maire, Kanya Kamara, et au nom du président de la République, pour pouvoir continuer cet acte de solidarité. Donc c'est dans le cadre où nous sommes là. Et c'est aussi un message de cohésion aussi, que nous prenons aussi au sein de la population. On nous classe parmi les rangs les plus élevés. Quand on voit aujourd'hui la CAN que nous avons organisée et tout ce que nous avons fait, c'était dans le cadre social. Et ça a réuni beaucoup de communautés et beaucoup d'ethnies aujourd'hui. Ouattara Ibrahim, député d'Abobo, représentant Kandia Kamara, présidente du Sénat. Par ailleurs, maire d'Abobo a réitéré le soutien du parti pour cette action de charité qui s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara. Nous sommes dans une commune de partage et de solidarité. Donc l'action sociale est en première position dans toutes nos actions au niveau de la mairie. On s'inscrit dans la cohésion, la stabilité, la paix. Et ce qui nous réconforte également, ça rentre aussi dans la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Plus de 1000 familles ont reçu des kits alimentaires. Le RHDP Espérance, un mouvement politique qui œuvre dans le social, entend poursuivre ses actions dans les prochains mois. Un mot de religion dans ce 13h. L'Assomption de la Vierge Marie est une solennité liturgique fêtée le 15 août de chaque année. On commémore le temps de la vie terrestre de Vierge Marie. C'est avec son corps et son âme qu'elle est élevée au ciel, c'est-à-dire qu'elle est entrée directement dans la gloire de Dieu. Cette année, le pèlerinage du circuit marial a débuté à Fatima au Portugal depuis le 9 août dernier et plus de 200 Ivoiriens y prennent part. Ils bénéficient d'une prise en charge offerte par l'État. Nos reporters Chantal Akandan et Herman Niamia sont aussi sur place. Sous le ciel lumineux européen, des centaines de pèlerins ivoiriens ont quitté leur terre pour un voyage de foi et de dévotion, embarquant sur le circuit marial 2024, un parcours chargé de symboles et de spiritualité. L'importance que nous donnons à ce pèlerinage, c'est le sens de l'accueil et de la participation. L'accueil dans ce sens que Marie a accueilli le projet de Dieu. Chacun de nous est invité à accueillir aussi ce projet que Dieu lui confie. Un pèlerinage qui se veut être une profonde quête de sens et de renouveau spirituel. Ce chemin de foi est ponctué de diverses activités religieuses, incluant des messes, des veillées au flambeau et des chemins de croix. Chacune de ces étapes renforce la communion des participants avec le divin. Je suis vraiment contente d'être là, venue à Fatima, voir ce que les trois, Lucie, Jacinto et puis François, ont vu. Je suis très contente d'être à Fatima. Et c'est la première fois que je suis à Fatima. Soutenu par l'État de Côte d'Ivoire, 265 pèlerins, parmi des centaines, ont bénéficié d'une prise en charge. Ces pèlerins sont répartis en 4 groupes. Depuis ce 9 août, le premier groupe a entamé son tour marial par la ville de Fatima. Un périple de dévotion et de consécration à la Vierge Marie, véritable guide de ce voyage sacré. À chaque fois que je voyais la statue de Notre-Dame de Fatima, je disais que Seigneur, permets qu'un jour je vienne déposer aussi mes prières comme tous les pèlerins qui viennent passer. Et Dieu a fait grâce cette année. Je suis du groupe de pèlerinage Assomption 2024.
Donc je bénis le Seigneur. Ce pèlerinage, au-delà des frontières et des cultures, témoigne de la ferveur inébranlable des croyants qui, à chaque étape, enrichissent leur foi à travers des moments de partage, de prière et de recueillement. La première fois que j'étais venu à Fatima, j'ai fait un vœu. J'ai dit à la Vierge, si jamais elle m'exauçait, je l'allais revenir. C'est pour ça que je suis revenu ici. Donc vraiment, ma prière a été exaucée ici à Fatima. Il sent la présence réelle de Dieu. Le circuit marial 2024 conduit de Fatima au Portugal à Burgos en Espagne pour s'achever à Lourdes en France, où des milliers de chrétiens catholiques se donnent rendez-vous le 15 août prochain pour célébrer ensemble l'Assomption, point culminant de cette démarche spirituelle. Merci Chantal Akandon. Merci à vous aussi Herman Niamien. Puisse Dieu entendre vos prières, vous et tous ces fidèles chrétiens que vous accompagnez sur place dans ce circuit marial dont le point de départ est à Fatima au Portugal. Il y a aussi un pèlerinage national, toujours dans le même cadre, et les pèlerins catholiques prieront ici en Côte d'Ivoire dans plusieurs sanctuaires mariaux répartis sur tout le territoire national, comme nous l'indique Godefroy Okambawa. Aimer, adorer et servir Jésus-Christ à travers la Vierge Marie. C'est l'engagement pris par ces pèlerins catholiques en suivant les pas de celle-ci. Un pèlerinage national marial initié par la communauté éveil missionnaire catholique. Un moment de ressourcement spirituel pour ses fidèles. Nous prierons pour nos familles, pour la nation, afin que le bonheur, la paix soit en Côte d'Ivoire. Un circuit marial, c'est dire que nous voulons aussi imiter la Vierge Marie qui, tout le temps, a marché derrière son Fils dans la confiance. Alors nous souhaitons à ces pèlerins de garder en eux la foi, la charité et l'espérance. Comme chaque année, l'État de Côte d'Ivoire apporte son appui. À travers donc ce circuit marial, la Direction générale des cultes souhaite faire découvrir et promouvoir les sites religieux nationaux. Au-delà de l'aspect religieux qu'on voit, il y a également un aspect touristique. Permettre aux chrétiens de savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des valeurs et que ces valeurs-là, il faut les faire connaître. Inviter l'ensemble des religieux, notamment la communauté catholique qui effectue ce pèlerinage, à formuler des prières pour le renforcement de la paix et de la cohésion, à prier pour le président de la République. En effectuant ce pèlerinage national qui a sa 6e édition, ces fidèles témoignent leur dévouement à l'Église et à la Vierge Marie. Ce pèlerinage national s'achève le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et que toutes ces prières réjaillissent sur la Côte d'Ivoire et nous aident à consolider la paix et la cohésion dans ce pays. C'est d'ailleurs un vœu cher au médiateur évangélique de Côte d'Ivoire qui invite l'ensemble des guides religieux à s'inscrire dans la dynamique en véhiculant des messages d'apaisement. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Le médiateur de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire a, au cours de cette rencontre, exhorté à la paix et à la cohésion. À l'aube de ses 64 ans et à la lisière des prochaines échéances, nous, acteurs d'une Côte d'Ivoire émergente et réconciliée avec elle-même, devons être des exemples inéluctables et prêts à payer le prix pour pérenniser ce climat pacifique. Pour notre pays, c'est de vivre en paix avec tous nos frères et toutes nos sœurs des autres communautés religieuses. Il nous faut désormais combattre les démons de la division et de la haine. Les ressorts de notre cohésion sociale sont encore bien fragiles. Nous devons les renforcer par la prière et par l'enseignement des vertus de l'amour à nos fidèles. Le médiateur de la conférence des évêques a rappelé que le rôle d'un guide religieux est de renforcer la cohésion sociale par la prière et les enseignements. La médiature évangélique prévoit 5 croisades de prière sur toute l'étendue du territoire national d'octobre à décembre 2024. Un reportage de Patricia Omouetia, notre chef des éditions du jour. Enfin, un tour au JO.
Allons-y, et en courant. Au terme de plus de 2 heures de course dans les rues de Paris, c'est finalement la néerlandaise Sifan Hassan, médaillée de bronze aux 5000 mètres et 10 000 mètres, qui remporte la médaille olympique en 2 heures, 22 minutes et 55 secondes devant l'Éthiopienne Tigist Assefa et la Kenyane Hélène Obiri dans un finish très serré. Et puis, c'était hier, mais on se permet un clin d'œil quand même à Sheikh Salah Cissé qui, après l'échec de Tokyo et champion à Rio, a décroché une belle médaille de bronze. Un bronze qui contente le taekwondoïste ivoirien qui rêvait forcément plus grand dans ces Jeux de Paris. Une médaille qui représente la 5e médaille olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la 4e du taekwondo. Une médaille donc qui est un très joli cadeau d'anniversaire pour la Côte d'Ivoire qui vient tout juste d'avoir 64 ans. 64 ans d'indépendance, ça se fête et la fête a bien eu lieu aussi bien à Grand-Bassam pour ce qui est de la cérémonie officielle, mais également partout sur le territoire national. Retour sur la célébration à Niablé, à Tienkwakro, à Dufredo, à Diamarakro et à Gonaté à 22 km seulement de Daloa. La fête nationale, édition 2024, a été célébrée avec ferveur à Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa. C'est à la place de l'Indépendance que s'est tenu le défilé civil des forces vives, précédé d'une somptueuse cérémonie de prise d'armes et de défilé militaire. Dans son discours, le préfet de région, préfet du département de Soubré, Kwame Kalou, a salué à nouveau le prix inédit de 1500 francs de cacao Borchamp, fixé par le chef de l'État au cours de la campagne intermédiaire début avril. Il a aussi invité les populations de Soubré à préserver la cohésion qui règne dans la région. Le sous-préfet de Badika, Siriki Kone, est face à ses administrés. Il livre le traditionnel discours de l'indépendance. Siriki Kone salue les œuvres du président de la République Alassane Ouattara en faveur des populations. Il n'a pas manqué de féliciter la mutuelle des cadres de Badika, avec notamment Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, pour leur contribution à l'essor de la sous-préfecture. Moment très attendu, le défilé de l'indépendance. Il aura tenu toutes ses promesses. Revue des troupes par le préfet du département de Diara. Montée des couleurs par les forces de défense et de sécurité sous le regard administratif des populations. Nous sommes à la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'état d'avancement des travaux routiers, l'arrêté de nomination du chef de village de Lokolo, les résultats scolaires, le projet philo-socio-productif sont entre autres les sujets abordés par le préfet dans son adresse aux populations. Pour un développement harmonieux, Amani Ignace appelle les élus et cadres à l'union et à la cohésion. Comme à chaque célébration de l'indépendance, le traditionnel défilé militaire et civil a donné un caractère festif à cette célébration dans le département de Diara. Pakwabo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bois-Flé, a soigneusement préparé sa fête de l'indépendance. Le sous-préfet a insisté et obtenu la participation des filles et cadres de la localité également présents pour célébrer les 64 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Sibou Donatien, le sous-préfet, a exprimé au nom des populations la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara pour les acquis dont s'enorgueillit aujourd'hui cette localité. Exhortés par le sous-préfet, populations, filles et cadres prennent l'engagement de poursuivre l'œuvre de développement et de progrès de Pakwabo. Morondo, chef-lieu de sous-préfecture du même nom. Les populations sont sorties massivement pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, agrémenté par un défilé de toutes les forces vives de la ville. Dans son allocution, le sous-préfet de Morondo, Luc Aubert Konakwaku, a exhorté les populations à travailler avec courage, du même à cultiver la paix et la tolérance en faveur du vivre ensemble, gage de tout développement. Et on va repartir à l'intérieur du pays pour la deuxième série de défilés. Cette deuxième série nous amène dans plusieurs autres localités. Le sous-préfet de Badika, Siriki Kone, est face à ses administrés. Il livre le traditionnel discours de l'indépendance. Siriki Kone salue les œuvres du président de la République Alassane Ouattara en faveur des populations. Il n'a pas manqué de féliciter la mutuelle des cadres de Badika, avec notamment Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, pour leur contribution à l'essor de la sous-préfecture. Moment très attendu,
le défilé de l'indépendance. Il aura tenu toutes ses promesses. À Diarra, sous-préfecture, dans la région du Béret, le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale a été célébré dans une ambiance de gaieté. Dans son allocution, le sous-préfet Bagiba Bakayoko a invité les filles et fils de Diarra sous-préfecture à la fraternité et à la solidarité pour le développement de leur localité. Il a aussi exhorté les jeunes à une contribution à la réussite des projets initiés par le gouvernement en leur faveur. Un défilé de toutes les forces vives de la localité a égayé le public présent. Morondo, chef-lieu de sous-préfecture du même nom. Les populations sont sorties massivement pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, agrémenté par un défilé de toutes les forces vives de la ville. Dans son allocution, le sous-préfet de Morondo, Luc Aubert Konakwaku, a exhorté les populations à travailler avec courage, du même à cultiver la paix et la tolérance en faveur du vivre ensemble, gage de tout développement. Goguedia, les populations sont rassemblées. Et c'est la transition parfaite pour ouvrir notre dimanche magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est le colonel Blétanoué, commandant de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville et membre du pôle communication de la fête nationale. Bonjour encore, mon colonel. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On va faire un petit tour à Grand-Bassam et puis on revient. Autoroute internationale Abidjan-Lagos. Emprise du péage de Grand-Bassam. C'est ce lieu relativement éloigné de toute activité humaine qui a abrité le défilé marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plus de 2 heures d'émotion avec 4595 participants, dont près de 800 civils, plus de 300 moyens roulants, au nombre desquels des engins nautiques, d'observation aérienne et d'aménagement des sols, 10 aéronefs et 6 parachutistes. Les Ivoiriens ont été tenus en haleine devant le spectacle des forces de défense et de sécurité, tout de professionnalisme et de cohésion aux côtés de leurs hôtes chinois. L'invité spécial de l'édition 164 du défilé militaire du 7 août est l'armée populaire de libération. Ce détachement est stationné à Djibouti. Il est aux ordres du colonel-major Tan Jia, commandant en second de la base. Pour ce qui apparaît comme l'une des éditions les plus réussies du défilé du 7 août. Magnifique défilé, impressionnant. Alors, mon colonel, c'est quoi l'objectif d'un défilé? C'est une démonstration de force? C'est pour dissuader quelqu'un? C'est quoi l'objectif? Merci pour la question. Je voudrais, avant d'y répondre, remercier au nom de Monsieur le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, la direction générale de la RTI pour cette lucarne. Alors, pour y en venir, je dirais que généralement, au cours des défilés, il s'agit de montrer 3 choses. La première, c'est de montrer la soumission des armées aux autorités politiques. La seconde, c'est de présenter les investissements qui ont été réalisés dans le cadre du renforcement des capacités des forces. Et la troisième, c'est de montrer que les Ivoiriens peuvent faire confiance en leur armée. Mais pour réussir une telle opération qui a mobilisé tant de monde, on l'a vu, ça nécessite quand même une préparation particulière. Tout à fait. La préparation d'un tel événement exige du professionnalisme. Et pour ce faire, l'état-major général des armées a mis en place un comité d'organisation qui est supervisé par le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint.
Et sous sa supervision, les répétitions ont commencé depuis le 15 mai, d'abord en interne, sous le contrôle des chefs de corps et chefs des différentes entités, pour se poursuivre au nouveau camp d'Akodo et pour se terminer sur le site de la répétition à Grand Bassam. Alors, allez-y. Oui, et donc ça avait commencé d'abord avec les unités militaires connues, avant que, un peu plus tard, les élèves des lycées d'excellence et les centres de formation les rejoignent. Justement, ma question, c'est celle-là. 3 mois presque, depuis le 15 mai jusqu'au 7 août, c'est pour les militaires. Mais je suppose que les élèves qui étaient encore certainement à l'école n'ont pas pu participer à cette préparation. Tout à fait. Au niveau des élèves, ce qu'il faut relever, c'est que la liste définitive des participants a été arrêtée seulement après le résultat après les résultats, notamment au dernier jour de la proclamation des résultats des examens à grand tirage. Donc, ce qui nous a laissé très peu de temps pour les former. Il a fallu donc les rassembler et mettre très rapidement en place un programme de formation accélérée au mouvement en simple de pied ferme et d'autres séries. Et c'est le lieu ici de saluer leurs prestations parce qu'ils ont été entraînés en seulement 3 semaines. En seulement 3 semaines, et vous êtes fiers de leur rendu, hein? Les retours sont en effet positifs. 600 élèves, comment on fait pour former ceux-là, tout ce grand nombre, en si peu de temps? 3 semaines uniquement. Alors que les militaires eux-mêmes, des professionnels, sont formés en 3 mois. Ce que je voulais relever ici, c'est que l'accent a été mis seulement sur le mouvement de pied ferme. C'est totalement différent de la formation commune de base qu'on donne aux nouvelles recrues. Alors, ce qui a été fait, c'est que, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est effectivement un peu plus de 600 élèves, mais ils ont été encadrés par 75 formateurs qui ont l'expertise pour ce type de formation accélérée. Et comme ils sont intelligents, c'est les meilleurs quand même de Côte d'Ivoire. Ils sont assez intelligents pour intégrer tout ce que vous avez pu leur apprendre. On va en venir maintenant au matériel, aux engins. Comment, tout ce qu'on a pu voir, on a parlé à peu près de 300 engins qui ont été mobilisés, sinon plus, vous nous le direz. Mais comment vous avez fait l'acheminement de tous ces appareils-là, tous ces engins-là, d'Abidjan, des différents camps, jusque sur l'autoroute de Grand Bassam, sans que cela ne perturbe un petit peu la circulation, parce qu'on n'a pas connaissance d'avoir vu passer et tout cela? Alors, sur ce point précis, ce que je veux relever, c'est que la plupart des matériels que vous avez vus à la célébration du 7 août sont des matériels tactiques. Il a fallu donc prendre des dispositions particulières pour leur convoyage. Et ceci afin d'éviter les accidents, mais également de susciter des interrogations au sein de la population. Donc l'acheminement s'est fait donc de nuit et une fois sur place, les matériels ont été parqués plus précisément sur l'emprise du lycée d'excellence Alassane Ouattara afin de réduire les élongations. Et même de nuit, hein, il y a encore des gens qui sont dans les rues pendant la nuit, mais ça n'a pas du tout perturbé. Et on ne s'en est pas aperçu véritablement. Mais il y a aussi des véhicules hors gabarit, mon colonel. Vraiment hors gabarit. On a pu l'observer, on a pu le voir pendant la cérémonie du 7 août. Comment s'est fait cet acheminement, ceux-là? Effectivement, cette tâche a été confiée à la commission transport. Mais il faut dire que pour le transport des véhicules hors gabarit, il faut, pour tenir compte des ouvrages d'art sur les différents axes qui mènent à Grand Bassam, il a fallu amener ces véhicules sur le site par composante et les remonter tout de suite après. D'accord. OK. Ils ont donc été démontés. Et puis, sur place, l'assemblage a été refait. Tout à fait. Les éléments qui supplomberaient les ouvrages d'art ont été retirés et une fois sur place, ont été remontés pour participer au défilé. Il devait se poser aussi la question de ravitaillement. Ces véhicules ne roulent pas au solaire. On sait comment c'est fait le côté carburant, le ravitaillement de tous ces véhicules? Alors cette question m'amène à parler du soutien logistique en général, mais du ravitaillement pétrolier en particulier. C'est une mission qui a été confiée au service des essence des armées. Ce qui s'est passé, c'est que la zone n'étant pas domestiquée,
il a fallu faire ce qu'on appelle un ravitaillement de campagne, c'est-à-dire emmener des moyens mobiles au plus près de ces engins et les ravitailler. À côté de cela, de manière plus large, vous l'avez rappelé tantôt, c'est un peu plus de 400 engins, mais il y avait aussi un peu plus de 4500 personnels qui ont participé au défilé. Et donc, pour ceux qui étaient logés, par exemple, au lycée d'excellence Alassane Ouattara, il a fallu faire un renforcement en eau. Et donc, c'est un peu plus de 40 000 litres d'eau par jour qu'il a fallu apporter sur le site. Donc, c'est autant de défis qui ont été relevés par les différentes commissions qui ont été mises en place à cet effet. Et on parle aussi d'une coordination particulière avec l'armée de l'air. Effectivement, cela participe de l'interopérabilité. C'est ça. C'est-à-dire la capacité pour les différentes armées à manœuvrer ensemble. Et c'est ce qui nous a été donné de voir le jour J. Et même bien avant, pendant les répétitions. Et donc le succès a reposé principalement sur la bonne coordination des actions entre l'armée de l'air et les unités au sol. Et il y a aussi eu une attraction, il y en avait beaucoup, mais le saut en parachute en était une plus particulièrement. Comment on réussit ce type de saut? Le saut en parachute a été véritablement l'attraction lors du défilé militaire. Mais c'est une spécialité qui est réservée aux militaires qui sont aguerris, qui sont bien entraînés. Les sauts qui ont été exécutés le jour de la cérémonie l'ont été par des chuteurs qui sont, pour ne pas me répéter, aguerris. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles naturels dans la zone de saut. Et c'est ici le lieu de remercier la population de Grand Bassam, notamment les autorités coutumières, pour la clémence du ciel et rendre gloire à Dieu pour la bonne exécution de ces sauts. Elles ont joué un rôle pour qu'il ne pleuve pas ou pour que le vent ne soit pas trop abondant ce jour-là, les autorités coutumières? J'ai relevé ce point particulier parce qu'il est de coutume, sinon de tradition, que lorsque vous organisez ce type d'événement, que vous associez les autorités coutumières, les responsables, sinon les gardiens de la tradition. Pour invoquer les mânes et tout. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai relevé cet aspect de ma réponse. Dites-nous un mot sur l'escorte motocycliste féminin. Effectivement, il y a eu au cours de ce cérémonial une escorte motorisée exclusivement féminine de la gendarmerie nationale. Leur présence est pour montrer que l'intégration du genre est une réalité au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous verrez, au-delà des femmes pilotes d'engins motocyclistes, vous en verrez dans les unités de mêlée, dans la chaîne logistique, dans le soutien sanitaire. En somme, elles sont présentes dans tous les compartiments et elles donnent entière satisfaction. D'accord, cette escorte féminine donc qui a donné entière satisfaction. Et puis on a noté la présence des Chinois, l'armée de libération qui était là avec un régiment qui est basé à Djibouti. Tout à fait. Pourquoi la Chine comme invité spécial cette année? De manière générale, l'invitation adressée à un pays étranger pour participer à une commémoration de la fête d'indépendance est un honneur qui est fait à ce pays. Et cette invitation traduit généralement la qualité des relations militaires entre les deux pays. Pour le cas de la Chine, la présence d'un détachement de l'armée populaire et de libération de la Chine aux côtés de leurs homologues ivoiriens est pour montrer la qualité de la coopération militaire entre nos deux armées, notamment dans le domaine de la formation. Et le choix des pays invités émane donc des autorités politiques, pas de vous forcément, pas de l'armée. Tout à fait. Cette décision est tributaire de l'autorité politique. Mais je dois rappeler que par le passé, il y a eu aux différentes commémorations la présence de plusieurs détachements de pays étrangers. Je pourrais citer la France, le Maroc, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Burkina et plus récemment l'armée libérienne.
Et leur défilé était tout particulier. Cela m'amène à vous demander, est-ce que pour un défilé, il y a un certain code à respecter? Effectivement, le défilé militaire obéit de manière générale à des codes et à des traditions qui diffèrent d'un pays à un autre. Mais cependant, dans son exécution de manière pratique, il y a des traits communs. Et ces traits communs-là sont l'uniformité et la cohésion d'ensemble, ce qui en fait d'ailleurs sa beauté. Et si vous me permettez de m'étaler un peu plus, je dirais que, à titre d'exemple, lors du défilé, vous avez vu 3 types de cadences. Il y a eu la cadence de 120 pas minutes. C'est ce qui est assez général. Général au niveau de toutes les troupes qui ont participé à ce défilé. Il y avait aussi les 88 pas. Les 88 pas, vous avez bien suivi, ce sont les pas de la garde républicaine qui sont un peu plus magistrales. Et il y a enfin le pas dit de la force assurée, qui est celle des postes spéciales, qui est de 60 pas minutes. 60 pas minutes, force spéciale. Et puis, c'était à Grand Bassam cette année. L'année dernière, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, on était à Yamoussoukro. Cette année, pourquoi Bassam? Et quelle sera la prochaine étape? Le choix de Bassam a été rappelé lors du discours du président de la République, chef suprême des armées. Parce que c'est une ville historique et c'est de là qu'est partie la lutte pour la colonisation, notamment l'action des femmes. Mais je dirais que si l'autorité politique décide d'honorer une autre ville de l'intérieur, nous exécuterons et nous ferons en sorte de produire un cérémonial militaire de qualité. C'est facile à comprendre, enfin, on peut le deviner, je le devine. Abidjan, capitale, Bassam aussi capitale, Yamoussoukro qui est capitale, et certainement que la prochaine fois pourrait être Bingerville qui a été aussi capitale de Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est le dénominateur commun à tous ces choix, vous ne savez pas. Cela pourrait arriver, mais nous allons, comme je l'avais dit tantôt, prendre les dispositions si d'aventure la ville de Bingerville est retenue pour la prochaine célébration. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Alors, on va terminer. On a 20 secondes. On n'a pas assisté à cela. Pas beaucoup, pas forcément, heureusement. Mais si une petite erreur était survenue lors du défilé, pendant un défilé comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une petite panique ou alors vous êtes formé à ce que le défilé se poursuive? Déjà, sur cette question, ce qu'il faut retenir, c'est que la prestation qui a été vue le 7 août est le fruit d'une longue préparation. C'était pour gommer toutes les imperfections. Quand vous participez à ce type d'événement, vous devez rester focus sur votre objectif et ne pas vous laisser distraire par quelques événements que ce soit. Mais si d'aventure, ce que vous avez relevé tout à l'heure arrivait, il se trouvera toujours dans la main courante, soit un militaire ou un membre du comité d'organisation pour régler l'incident afin de permettre aux défilants de rester concentrés sur l'objectif. Merci. En tout cas, bravo à toutes les armées, à tout le monde. C'était un magnifique spectacle qui nous a été donné de voir. Merci mon colonel. Colonel Blé Tanoué, merci beaucoup. Commandant de l'EMPT à Bingerville. Oui, allez-y. Oui, je voudrais, avant de terminer, rappeler que au cours de ce défilé, il s'agissait essentiellement de montrer que les armées sont véritablement à la reconquête de leur fierté. Et l'objectif affiché, c'est de montrer que les militaires qui appartiennent aux forces de défense doivent être fiers d'appartenir à leur armée et que la population également doit être fière de son armée. Et pour y parvenir, le projet FACI 2025, qui a été porté par M. le général de corps d'armée, l'Assénat Doumbia, chef-état-major du général des armées, vise à terme à doter de la Côte d'Ivoire d'une armée qui est conforme à ses ambitions. Merci. Une armée qui rassemble et qui lui ressemble. Colonel Blé Tanoué, merci beaucoup. Vous étiez avec nous donc en cette mi-journée en tant que membre du pôle communication de la fête nationale. Merci d'avoir effectué le déplacement et bien de choses à toutes les autorités militaires et sécuritaires qui ont permis que cette fête soit aussi belle avec un défilé quasi parfait. Bon retour chez vous et bon retour chez vous, mon colonel. On dit que le vrai repos est la récompense du travail bien fait. Alors je vous retrouve début septembre
avec beaucoup de bonheur. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.